merci beaucoup. Donc, je vais prendre la parole et je pense pas trop longuement et dans l'esprit d'une table ronde. Et bon, je dois quand même d'abord dire, parce que voilà, que je suis, je ne sais pas comment dire, en un sens ému d'être ici, même si ici c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un espace qui est partagé de manière très spécifique, mais c'est quand même un espace. Et en fait, bon, je suis très content d'être avec les étudiants de l'UTC, de séminaire qu'en fait j'ai très assidûment fréquenté pendant beaucoup d'années. Et voilà, avec Charles, avec Bruno, avec Gunnar, et bon, Pierre, et je ne vais pas faire tous les noms que je devrais dire. Voilà. Mais bon, cette dimension-là est importante, elle est importante. Et autour, effectivement, je crois que la table ronde est intitulée L'héritage philosophique de Bernard Stiegler. Et c'est vrai que je voudrais juste dire un mot qui pourrait s'intituler Bernard Stiegler, philosophe. Et de ce point de vue, mon exposé va pas être extrêmement substantiel, au sens où je voudrais pas, et je pense que pendant ce séminaire, vous en avez bien et beaucoup entendu parler de contenu précis de la pensée de Bernard Stiegler. Et moi, je ne vais pas trop évoquer directement certains de ces philosophèmes, ni même les choses mêmes, hein, le numérique, l'anthropocène, mais plutôt sa manière de faire, sa manière de penser, la manière de faire de Bernard Stiegler, et, euh, et du même mouvement, les raisons que l'on a de le lire. C'est aussi vous inviter à lire ces textes et à le lire comme un philosophe. Euh, et comme vous savez, Bernard Stiegler a beaucoup écrit, hein, au moins, je sais pas, au moins 25 livres, peut-être plus, ça dépend comment on compte, et des livres dont on peut dire qu'ils se déploient peut-être dans des genres qui peuvent être différents. Ils ont tous rapport à la philosophie, mais pas tous de la même manière. Et il y a, c'est évident, toujours eu chez Bernard Stiegler une manière d'intervenir en philosophe, et une manière de faire de la philosophie qui était tout à fait à rebours d'une conception de la philosophie comme une activité contemplative et coupée d'une intervention dans le monde. Et comme vous le savez, il a toujours une productivité comme ça, intellectuelle et d'écriture extrêmement forte, en même temps qu'il a assumé des rôles institutionnels parfois très lourds, et qu'il a aussi eu une intervention, on peut dire, politique et au sein d'Ars Industrialis très très forte. Euh, et donc, euh, cette manière de faire de la philosophie comme intervention dans le moment présent, et comme intervention institutionnelle, comme intervention politique et même en un sens militante, elle a eu plein d'effets, et elle a beaucoup d'effets très importants, très positifs, mais elle a aussi eu, et c'est un point qui me semble important, peut-être pour effet de renforcer un trait de la pensée de Bernard Stiegler, qui s'est trouvé peut-être de plus en plus, alors là, sur ce mode table ronde, je dis des choses qui sont un peu des hypothèses, hein, qu'il faut vérifier texte en main, etc. C'est pas, ce trait, c'est que c'est une pensée extrêmement thétique, qui pose. C'est une pensée qui nous dit, par exemple, ce qu'est le numérique. Le numérique, c'est un certain type, si on prend sa terminologie théorique, c'est un certain type de rétention tertiaire, ou encore cela relève d'une certaine organologie. Et ici, de manière distincte, je dis ici où nous sommes, mais ici à l'UTC, et je ne doute pas que vous en ayez déjà entendu beaucoup parler, et très bien parler, et donc je ne redéploie pas les contenus théoriques maintenant.
je les évoque juste. Ici, donc, à l'UTC, on parle de la thèse de la technique anthropologiquement constitutive ou et constituante. Bon, et je pense que vous voyez bien ce qu'il y a à faire. Donc, il y a à ce caractère très thétique, ça s'est aussi déployé en connexion avec la pensée, évidemment extrêmement forte, avec la pensée de Bernard. Et il y a à ce caractère thétique une raison très forte, c'est qu'une thèse stabilisée fournit un socle, un fondement, et ça permet à partir de là de produire des outils. Par exemple, des outils, je ne sais pas, comme à l'IRI, on a produit des outils d'annotation d'un certain type. Et ça permet d'abord de donner des directions pour agir. Et ça permet aussi de développer ce qui est en un sens la thèse de la technique anthropologiquement ou constituante ou constitutive, un programme de recherche. Euh, euh, mais voilà, ce qui m'intéresse, ce à quoi j'aimerais beaucoup m'intéresser personnellement dans les temps qui viennent en lisant Bernard Stiegler, c'est aussi à ce qui, dans son travail, est en connexion avec ce qu'il y a de positif à ce caractère très thétique, à ce qui ne fait pas thèse, à ce qui relève de l'impossibilité de poser une thèse. Et parce que cette impossibilité de poser une thèse, en elle se situe, je pense, quelque chose qui a à voir avec ce qui est proprement philosophique. Qu'on ne puisse pas avancer une thèse sans devoir déjà la déjouer. Et de ce point de vue, il serait intéressant, et c'est un autre auteur, je ne sais pas jusqu'à quel point vous en avez entendu parler ou pas, pour les étudiants présents, mais il est patent que c'est un auteur qui est absolument, pour le coup, constituant de la pensée de Bernard Stiegler lui-même, c'est Jacques Derrida. Et bien, il y a quelque chose qui est assez frappant quand on regarde quand on s'approche des pensées et de Derrida et de Bernard Stiegler. C'est bon, il n'y aurait pas la pensée de Bernard Stiegler sans l'impulsion donnée par celle de Jacques Derrida pour penser effectivement l'inscription matérielle et de manière plus générale la technique comme condition de possibilité de l'esprit, du sens, des idéalités en général. Et, et donc, de ce point de vue, la connivence et le lien, en fait, le lien entre les deux pensées, le lien de filiation est évident. En même temps, et très légitimement, Bernard Stiegler a pu reprocher à Jacques Derrida de ne pas s'être lui-même rendu attentif à la diversité concrète des inscriptions matérielles en tant que rétention tertiaire, une fois qu'on a montré quel était leur rôle de constituant. Bon. Et de ne pas s'être rendu assez attentif à la diversité donc, de ces inscriptions, de ces inscriptions. Effectivement, l'écriture alphabétique n'est pas constituante au même titre que les algorithmes utilisés par les plateformes aujourd'hui. Bon. Mais inversement, donc voilà, si vous voulez, il y aurait effectivement, on pourrait comme ça critiquer bien légitimement quelque chose de Derrida à partir de Stiegler, mais inversement, si on lit les textes bon, de Derrida qui ont été pour ça une inspiration séminale pour Bernard Stiegler, bon, comme c'est peu de temps, évidemment, je pensais avoir préparé peu, mais au fond, si je me dis qu'il y a 15 minutes, il doit me rester 6-7 minutes, donc il faut que j'aille assez vite. Donc je ne vous parle pas, je ne reprends pas le détail des textes de Derrida que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse, mais on pourrait dire la pharmacie de Platon, l'introduction à l'origine de la géométrie, en tous les cas, comme extrêmement décisif dans la manière dont Bernard Stiegler a lui-même élaboré sa propre pensée. Si vous les lisez,
vous verrez que, et c'est quand même assez frappant, à partir d'un philosophème qui est effectivement très proche, hein, qui va montrer combien la technique est constituante, comment l'inscription matérielle est constituante. Enfin, là, je le dis dans la langue plus de Stigler que celle de Derrida. En fait, la pensée de Derrida est une pensée qui a au même lieu et l'impossibilité de poser une thèse, ne peut que déjouer la possibilité de poser une thèse. Et ça, c'est assez frappant que dans cette connivence, l'un soit, si je puis dire, si radicalement thétique et l'autre si radicalement athétique. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important et qu'il faut savoir aussi lire Bernard Stiegler dans ce qu'il y a chez lui qui ne relève pas de l'assertif. Et par exemple, savoir relire tous ses premiers travaux en se rendant attentif à ce qu'il y a chez lui de gestes de reprise. Vous savez, moi, je n'ai pas du tout repris ça dans le détail là, mais j'aimerais le faire, que les 3 premiers tomes de la technique et le temps annoncent d'autres qui ne vont pas être écrits, que le 3e déjà se présente comme très largement une bifurcation par rapport aux 2 premiers, qui prend en compte un nouveau thème, l'imagination, mais bref, il y a quelque chose qui ne se stabilise pas, qui est toujours en mouvement, aussi dans cette pensée-là, qui est celle de Bernard Stiegler. Et je crois qu'il faut aussi laisser retentir sans cesse cette espèce de réouverture de la question qui est présente dans son travail. Et pourquoi? Parce que si je continue à comme ça dire, une idée que j'ai du travail de Bernard Stiegler et des raisons pour lesquelles il doit continuer de nous importer, eh bien, c'est que il y a un point de contact aussi que Bernard Stiegler n'a pas cessé de partager avec Derrida, avec tout un horizon de provenance, disons, de ce côté-là, d'une certaine pensée française, c'est le statut décisif donné au thème de l'incalculable. Et un incalculable en un sens extrêmement fort, c'est-à-dire pas ce qui résiste à une capacité de calcul, mais qui au fond serait peut-être en droit calculable, mais ce qui est d'un tout autre ordre que ce qu'on peut calculer, et aussi une espèce de sensibilité qu'il y a chez Bernard Stiegler au thème connexe avec l'incalculable, qui est celui du prophétique. Le prophète entend précisément qu'il peut introduire un rapport au temps qui relève de l'incalculable. Et vous voyez bien aussi, et je ne me suis pas tenu suffisamment d'ailleurs, et je ne suis pas complètement au courant de tous les derniers déploiements de la pensée de Bernard Stiegler, mais tout son intérêt pour Greta Thunberg, et il y a cet intérêt pour des figures qui sont au fond des figures aussi, en un certain sens, à la fois tragiques, mais prophétiques. Et d'ailleurs, il y a dans un des textes de Bernard Stiegler quelques lignes où il dit qu'il y a eu, dans un des tomes de la technique et le temps, il y a une faute de frappe par laquelle prothétique s'est retrouvé transformé en prophétique, et il fait de cet accident, eh bien, il le hausse à un niveau pour ainsi dire, de nécessité, parce que le prothétique est prophétique. Il voit un incognito de l'un dans l'autre. Et indubitablement, et je pense que je vais rester dans les 15-16 minutes que voir là, je voudrais dire cela. Indubitablement, il y a une dimension prophétique du travail de Bernard Stiegler. Il voit l'Anthropocène, il voit la destruction tant de l'environnement que de ce qu'il appelait effectivement dans son travail, c'est une autre caractéristique de son travail philosophique, c'est qu'il produit beaucoup de néologismes dans ce qu'il appelait la nécromasse, c'est-à-dire au fond ce qui est déposé de toutes les pensées dont nous héritons et à partir de quoi nous pouvons vivre. Et il était très inquiet tant de la destruction de l'environnement naturel que de la destruction de la nécromasse. Bon. Il voit le monde dans sa globalité et il voit le danger. Et ça, c'est une position de prophète. Et il est pris dans une certaine urgence. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, je trouve, dans son travail, qui est d'ailleurs
touchant, si je puis dire, au sens fort du terme, c'est que de ce point de vue-là, la lecture technique d'un texte de Husserl et la dénonciation de ce que les plateformes font à nos esprits ou de ce que l'hyper-industrialisation fait à la nécromasse et à l'environnement naturel, tout cela est au même plan. Je veux dire, tout se tient, c'est la même urgence, et il y a une dimension prophétique de ce geste-là, de ce geste stiglérien. Mais évidemment, cette dimension prophétique, elle est sans doute absolument nécessaire, elle est absolument articulable à la dimension proprement philosophique. Mais elle a des modes de déploiement. Et effectivement, le prophète voit et enjoint à certains types d'actions. Et ça, c'est pas ce que fait un philosophe. C'est pas d'abord ce que fait un philosophe. Et ça peut avoir des effets qu'on peut, enfin, des effets qui même réclament leur pharmacone, c'est-à-dire des effets positifs, sans doute besoin de prophètes, et puis des effets qui font que on a besoin toujours aussi de réentendre le philosophe, c'est-à-dire celui qui n'est pas seulement celui qui assène des thèses ou qui voit ce qui vient, mais celui qui défait même jusqu'à ses propres thèses. Et c'est aussi comme ça que je pense il faut savoir, il faudrait toujours lire les textes de Bernard Stiegler. Je ne suis pas sûr que mon propos ait pu vous donner vraiment envie de vous lancer dans la lecture, mais au fond, ça aurait été quand même un de ses souhaits. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Je laisse la parole à Mathias. Oui, merci Vincenzo. Enfin, voilà, j'essaie de faire résonner ce que tu viens de dire, François, par rapport à l'héritage. C'est une expérience de lecture, quoi, où la lecture, c'est forcément un héritage, et on est tout à fait dans notre sujet, quoi. En cherchant un peu comme ça des choses à partager avec vous, je vous raconte cette anecdote, qui n'en est peut-être pas une, quoi. C'est en 94, paraît donc le premier tome de La Technique et le Temps. Je feuillette ce livre en librairie et je ne peux pas le lire. À l'époque, j'ai lu un peu, je connais un peu Derrida, mais je n'ai pas lu Le Roi-Gourand, je n'ai pas lu Heidegger et je ne connais pas Simondon. Et donc, je me dis, je vais d'abord lire ces auteurs-là. Ce que je me mets à faire, et donc comme vous savez, ça prend un certain temps matériellement et puis conceptuellement, mais j'y arrive, et ça me prend 2 ans, ce qui fait que c'est au moment où sort le 2e volume de La Technique et le Temps. Et donc je vois ce livre en librairie, que je feuillette et que je n'achète pas, puisque je dois lire le premier, pour être un peu, en quelque sorte, fidèle à cette démarche-là, quoi. Donc, et c'est comme ça que je commence La Technique et le Temps, puis je dirais le 2e, puis le 3e, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est le côté, c'est une anecdote biographique, mais c'est déjà le fait et c'est peut-être l'expérience de tout lecteur, quoi. C'est déjà de se mettre dans une question d'héritage, c'est-à-dire que le fait de dire, je lis pas ce livre, je lis ce que l'auteur a lu avant de le lire, c'est le côté, comment fait-on pour ressaisir le geste conceptuel de Stigler en lisant ce qu'il a lu pour mieux apprécier le déplacement qu'il fait par rapport à ses auteurs. Après, évidemment, il n'échappera à personne que ça a un côté, comment dire, on peut verser facilement dans la régression à l'infini, c'est que pour lire Heidegger, il aurait fallu peut-être lire beaucoup de choses, etc. Et du coup, ne jamais arriver à Stigler. Mais il y a quelque chose de ça, quoi. C'est à quel moment je décide, donc en tant que lecteur en l'occurrence, mais que je prends ce qui m'arrive et j'hérite de ce qui m'échoue, quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est toute l'aventure de l'héritage, et je voulais repasser par l'origine de la géométrie, quoi. L'origine de la géométrie, donc comme vous savez, c'est le dernier texte, enfin c'est l'un des derniers textes de Husserl à la fin des années 30, et j'allais dire, c'est le premier livre de Derrida, si on veut. C'est la traduction de Derrida est plus ou moins son premier livre au début des années 60, quoi. Et donc l'origine de la géométrie, c'est ça, quoi. C'est
comment la consignation, donc ce que Husserl appelle le Dokumentierung, non pas le fait de documenter, parce que ça veut dire autre chose en français, mais le fait de la mise en document, la mise en support. Comment la mise en support est à la fois ce qui est constitutif de l'idéalité mathématique et géométrique, est constitutif de l'objectivité, et du coup est en fait aussi la possibilité d'une transmission, donc d'un héritage. Et ce qui fait que le géomètre, tout géomètre, récupère, si je puis dire, ce déjà-là consigné pour pouvoir inventer de nouveaux théorèmes, etc. Donc là, il y a un lien très fort que fait... alors, que fait Husserl? Husserl ne le fait pas le thématise pas comme ça. Et c'est bien, il y a quelque chose entre l'héritage, ce que je trouve, et je vais revenir sur est-ce que l'héritage, c'est ce que je trouve, et l'invention. Et au fond, l'héritage, c'est la condition de l'invention. L'invention, par définition, comme vous savez, c'est forcément une reprise de quelque chose qui existait déjà pour en faire quelque chose de neuf. Donc, il n'est d'invention que fondée sur un héritage. Mais fondée sur ne veut pas dire que l'héritage est quelque chose qui est simplement déjà là et que j'aurais juste à saisir. Et donc là, et Bernard Stiegler, je pense à ce titre-là, est un grand penseur de l'héritage. Donc là, et d'ailleurs, du coup, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que penser l'héritage d'un penseur de l'héritage, qu'il faut donc faire aussi avec lui, si vous voulez. Et c'est des choses qu'il fait dès La technique et le temps, le premier volume. Le premier volume, c'est toutes les analyses de l'accès au déjà là pas vécu, donc qu'il fait avec et contre Heidegger. C'est aussi sur ces questions-là. Et après, ça donne lieu à la mise en route de tout le train conceptuel de Bernard sur l'épiphylogénèse, des choses comme ça. Bon, avec les rétentions tertiaires, Mais qui reste aussi, enfin, je reste et je reviens à ce que tu disais, François, sur les livres de Bernard, C'est dans La technique et le temps 3, le troisième volume, il y a une lecture de la critique de la raison pure de Kant. Et que je ne refais pas, mais à un moment, Stiegler dit Kant ne peut écrire ce qu'il écrit que parce qu'il se relit, du verbe relire. Et donc, effectivement, il y a 2 éditions de la critique de la raison pure, où en quelque sorte, Kant fait comme s'il héritait lui-même de son propre livre pour le réécrire et en faire quelque chose d'autre. Et donc, publier une seconde édition qui est donc un autre livre, mais en même temps qui est quand même le même livre. C'est quelque chose de... Kant s'hérite de lui-même, dans la lecture qu'il fait de son propre travail. Après, effectivement, et c'est toute la question de... J'ai beaucoup apprécié, moi, l'intervention de Franck Cormeret, vous savez, sur le livre que n'a pas écrit Bernard. Mais il y en a plein, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura une analyse à faire. Je propose un thème de recherche. Il y aura une analyse à faire des notes de bas de page chez Bernard, qui sont... Alors, il y en a 2 types. Il y a celles qui disent j'ai abordé ce point dans tel ouvrage précédent, tel paragraphe, telle page. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il s'appuie sur ce qu'il a déjà écrit, et là, il le transforme, mais il y renvoie parce que, bon. Et puis, il y a des notes qui sont je développerai ce point dans le volume 2, 3, 4 de tel ouvrage. Voilà. Et donc, là, la question, à mon avis, insoluble, c'est combien y a-t-il de volumes de La technique et le temps qui étaient prévus. Je pense que ça bouge d'un volume à l'autre, et c'est quelque chose qu'il faudrait... Est-ce qu'on peut l'éclaircir? Je ne suis pas sûr. C'est quelque chose qui est fondamentalement aujourd'hui inachevé, bien sûr, mais bon, ça laisse intéressant parce qu'entre 4 et 6, voilà. Et donc, ces expériences de lecture, là, c'est des expériences de lecture et d'héritage de soi, Mais au fond, c'est tout l'héritage est là, C'est-à-dire, je reprends pour inventer. Mais en même temps, j'allais dire, c'est dans l'invention. Le contresens qu'il y aurait à faire, encore une fois, c'est de penser que l'héritage, c'est déjà là, c'est fixe, on le prend, et non. L'héritage, c'est une sorte de constitution rétrospective de ce qu'il y avait déjà là, au moment où j'invente quelque chose de neuf, Et Bernard était aussi un penseur de l'invention, J'ai retrouvé la première partie du premier volume de La technique et le temps, c'est le titre, c'est l'invention de l'homme, avec cette ambiguïté toujours formidable du génitif, qui est l'invention de l'homme, c'est qu'est-ce que l'homme a inventé, qu'est-ce qui a inventé l'homme, Donc, et Bernard écrit, alors littéralement, c'est page 40,
Il dit, nous traiterons ici, je vous lis la phrase, nous traiterons ici le rapport de la technique et du temps comme étant, italique, la question de l'invention. Donc, il a, c'est peut-être un héritage qu'on a justement à faire, il a lui-même articulé la transmission et l'héritage à partir de la rétention tertiaire et de sa théorie du support et de l'inscription matérielle à une théorie de l'invention. Alors, Vincenzo, tu m'arrêtes quand il faut, mais puis c'est surtout pour échanger, mais je repensais, c'est Cléo Colomb, mardi matin, qui m'a donné cette idée-là. Elle a beaucoup cité La crise de la culture d'Hannah Arendt, qui est effectivement un livre tout à fait remarquable. Ce livre a une préface qui commence par une citation. C'est la première phrase du livre, donc c'est une citation de René Char, qui est « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Et donc, Hannah Arendt en fait son miel pour dire effectivement qu'on arrive dans une époque où on n'a pas… C'est quoi un héritage? Un héritage, c'est au fond, c'est des instructions pour hériter. Oui, et Char dit, à notre époque, on n'a pas ça, quoi. Voilà, donc on arrive, on met les pieds dans une époque, on est la phrase de Char de l'après-guerre, on est dans une époque où on n'a pas les instructions, quoi. Voilà. Et du coup, en repensant à ça, à ce que disait Cléo, et à ce que dit François sur la dimension prophétique, je poserai la question, je finis là-dessus, quoi, peut-être, mais je pose une question qui est à quoi ça sert d'inventer? Et je ne pose pas la question de à quoi ça sert une invention, qui est une question légitime et qui a sa légitimité et son histoire d'ailleurs. Effectivement, on invente des choses, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Et bon, c'est pas ça que je posais. Inventer, à quoi ça sert? Et je pense qu'avec Bernard, on peut répondre, je dirais, non pas de trois manières, mais sous trois aspects, quoi. C'est-à-dire que inventer, c'est ce qui permet de faire face à ce qui nous arrive. Vous voyez, c'est accueillir l'actualité, quoi. Et en faisant ça, permettre de le penser. Donc voilà, ce qui nous arrive en général, c'est quelque chose qui nous désorganise, nous fait bouger pour le meilleur et parfois pour le pire, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Inventer, c'est peut-être effectivement, c'est se donner les moyens d'y faire face. Et de ce point de vue-là, je dirais peut-être qu'inventer, c'est un pas au-delà de la résistance. La résistance, il n'y a rien à dire contre la résistance, bien sûr, mais peut-être que la résistance, c'est encore effectivement le fait de se poser contre quelque chose qui est là, alors que l'invention, c'est effectivement dépasser ça et effectivement faire de ce qui nous arrive quelque chose d'autre, quoi. Donc, au fond, inventer, ça, et pour finir, si je puis dire, enfin, inventer, c'est ce qui nous permet d'éviter la catastrophe. Voilà. Il y a toute une pensée de la catastrophe chez Bernard. Il a écrit un bouquin, qui est un bouquin collectif, qui s'appelle La catastrophée du sensible, en reprenant le terme grec, parce qu'il lui donnait un sens assez particulier, mais il y a toute une pensée de la catastrophe, et puis après, je pense que ce n'est pas forcément la peine de détailler les catastrophes qui nous arrivent à la fois sous forme de l'effondrement, de la chute, etc., mais du désastre, pour reprendre un terme de Blanchot qu'il cite, mais l'invention, c'est ça. L'invention, c'est le moment où, à la fois, on prend ce qui nous arrive, on va au-delà de la résistance et on essaye d'éviter la catastrophe, quoi. Et ça, c'est dans les trois cas, c'est effectivement se garder, se conserver dans le meilleur des héritages qu'on puisse avoir, un rapport à l'avenir. Et sachant que à notre époque, si vous voulez, s'il y a bien quelque chose dont on doit prendre soin, c'est précisément de l'avenir, quoi, à la fois j'allais dire du sien propre, mais si ça existe, mais aussi de l'ensemble, des autres et puis du monde qui nous entoure, quoi. Voilà, je finis là-dessus, je lance plutôt une discussion autour de ces thèmes, quoi. Merci beaucoup, Mathias. Charles. Merci. Je vais partager mon écran. J'avais préparé un slide. Où est-ce qu'il est, mon slide? Il est là. Partager. Bon, j'avais un rattrapage, mais je ne le ferai pas parce que c'est… là, vous voyez mon écran, en fait? Oui. Oui. Et donc, finalement, moi, ce que j'avais envie de dire pour l'héritage de Leroy-Gourhan, de Bernard Stiegler,
va vraiment dans le sens, je crois, en tout cas, fait bien écho avec ce qu'a dit, ce qu'on dit tous les deux, et François, sur la question de chercher ce qui n'est pas encore thèse et ce qui est dynamique et vivant, et ce que Mathias vient de dire sur l'héritage et l'invention. Pour moi, mon héritage de Leroi-Gourhan, c'est donc cette idée de la technologie comme anthropologiquement constitutive ou constituante. Enfin bon, c'est assez. Et pour moi, et pas que pour moi, je pense que ça veut dire une humilité irréductible. C'est-à-dire, et c'est presque contradictoire, de faire comme si, à un moment donné, on était à la fin de l'histoire et que donc on parlait de l'histoire comme depuis sa fin. Et alors que là, reconnaître que notre possibilité de penser nos propres opérations cognitives de nous les philosophes, nous les intellectuels, nous les humains d'une époque, ne pensons que sous les conditions de possibilité de cette époque, étant donné l'histoire dont on hérite et qui nous permet de penser et d'anticiper un avenir tel qu'on peut le faire maintenant, c'est quand même toujours savoir que on le fait par les moyens dont on dispose, mais on n'est pas à la fin de l'histoire. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans toute une histoire, et là, on peut la reprendre depuis. Je ne refais pas mon rattrapage que je n'ai pas pu faire au début. Ça m'a frustré de ne pas faire une présentation de l'épiphylogénèse. Mais l'idée, c'est que ce qui va faire l'hominisation, c'est un processus d'extériorisation d'une mémoire, mais que ce processus n'est pas terminé. Nous ne sommes pas à la fin d'un processus pour ressaisir l'histoire de ça. Alors, de l'âge de cette humilité constitutive, irréductible, avec laquelle il faut faire, c'est-à-dire, oui, il y a forcément des choses qu'on ne comprend pas. On comprend qu'on ne comprendra pas tout, puisque pour penser nous-mêmes, nous avons des conditions de possibilité. Alors, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, au niveau tout simple, c'est que quand on fait de l'invention technique, quand on est dans l'innovation, quand on est dans le design, eh bien, on affronte ça, c'est-à-dire que non, on n'a pas moyen de développer une technique en fonction de fins qui préexisteraient. Il faut bien faire avec cette difficulté fondamentale qu'on va développer des techniques, qu'il faut passer par la réalisation, du maquettage, de l'expérimentation, de la rencontre avec du terrain, pour voir, bien sûr, on le fait en fonction de fins, mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, l'objet technique va faire apercevoir des nouveaux possibles. Là, je renvoie à ce que disait Bruno juste avant. C'est que ce passage par le concret, par l'extériorisation, eh bien, voilà, ça donne de l'inouï. Et ça, pour moi, c'est un des trucs les plus importants que je vais dire aux étudiants. C'est que l'avenir n'est pas écrit. Alors, il y a le prophétique, mais il faut prophétiser l'absence de déterminisme de l'avenir, le caractère inouï de l'avenir, toujours. Penser que l'avenir est déterminé, c'est retomber dans le biais, on va dire, hegelien de la fin de l'histoire. Enfin, bon. Non. Et ça, c'est la leçon que moi j'entends de Bernard, peut-être parfois contre Bernard, puisqu'il y a des moments où il annonce un avenir. Moi, j'entendais toujours que oui, peut-être, mais peut-être pas, parce que suivant ce qui va se faire, suivant où on va aller, bien, il y aura d'autres choses. Alors, dans la pratique, puisque je parle et puis qu'il y a là des étudiants de design, de user experience design, ben on sait bien que pour designer de l'expérience, il faut passer par la construction de situations concrètes. C'est la part peut-être la plus riche à la fin du travail de Bernard, c'est toutes les choses sur les territoires apprenants contributifs, où je me mets dans des vraies situations avec des utilisateurs et dans des processus d'innovation, mais qui cette fois-là sont prudents,
attentifs aux conséquences, mais qui doivent essayer. C'est comme quand on marche dans le noir, il faut avancer un petit peu. Hop, ah, jusque-là, ça va bien, pof, s'éclairent des nouvelles possibilités. Et ce qu'on fait toujours, c'est que l'avenir n'est pas écrit. Et si on se passe à un plus grand niveau, alors là, il y avait un autre différent, c'est un dialogue qui maintenant sera avec les textes et non plus avec la personne, c'est la transmutation de la mort dont je parlais en introduction. C'est que Bernard refusait de reprendre à Leroi-Gourhan l'idée d'anticipation concrète, et ça, je le regrette parce que l'anticipation concrète, il y a à mon avis, vraiment à lire dans la technique étant à faire une critique d'une lecture critique que Bernard fait de Leroi-Gourhan, mais qui, à mon avis, part d'une erreur d'interprétation de Leroi-Gourhan, qui est de faire comme si interprétation concrète, ça voulait dire interprétation de choses particulières. Alors que non, l'interprétation concrète, c'est simplement une interprétation qui est basée sur une mémoire biologique, zoologique, et non pas une mémoire externe sociale. Mais bon, mais ça, c'est pour dire quoi? Pourquoi je ramène ça? Mais on n'a pas le temps là. Et pour m'arrêter, en fait, je vais être très court. C'est pour dire que oui, il y a des choses qu'on a réussi à extérioriser qui nous servent, des techniques qu'on hérite et qui nous donnent un avenir, qui nous permettent d'anticiper avec, comme je l'ai dit, imperfection, puisque à chaque fois qu'on développera de nouvelles techniques, on aura des nouveaux possibles qui s'annonceront et d'autres qui se fermeront, mais qu'il y a aussi que des systèmes techniques, et c'est vraiment les problèmes qu'on affronte maintenant, nous anticipent concrètement, qui ne sont pas extériorisés, parce que le processus d'extériorisation n'est pas achevé. Nous n'avons pas extériorisé l'Anthropocène. C'est en cours. Et pour le moment, on subit, c'est comme si on était emporté. On a une impression de nécessité technique. Et c'est toujours faux, je crois. C'est que ça tient à une extériorisation qui est en cours, mais qui ne sera jamais finie. Et il y aura toujours les crises, mais elle changera de forme. Enfin voilà, c'était mon héritage, on va dire, de Bernard, qui parfois renverse un peu peut-être certains aspects des discours prophétiques de Bernard. Merci Charles. Bruno, tu veux rebondir peut-être? Volontiers, oui. Je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont été dites, puisque on fait partie un peu du même cercle, donc on a dialogué non seulement ensemble avec Bernard, mais en plus on a travaillé ensemble sur beaucoup de concepts que Bernard a posés. Et effectivement, en pensant à cette table ronde, j'avais un peu la même réflexe que François, c'est-à-dire ce qui m'a surtout frappé, moi, dans Bernard et l'image que je retiens, c'est sa posture philosophique, c'est le type de philosophie qu'il pratiquait. Moi qui étais en recherche en intelligence artificielle des années 80, ingénieur, informaticien, etc., j'ai rencontré un philosophe qui parlait de mes objets, mais alors avec une manière que j'avais jamais entendue encore. Et donc, littéralement, il m'a changé ma manière de voir les choses, en fait. Et dans un rapport non seulement ce qu'on appelait l'informatique, avant que ça devienne le terme de numérique, mais également le rapport de manière générale à la technique. Et ce qui m'a toujours frappé chez Bernard, et je pense que c'est aussi un propre de la posture philosophique qu'il avait, c'est cette posture de dialogue avec les parties prenantes. C'est-à-dire que Bernard parlait de la technique, non pas dans un surplomb, que parfois ça m'agace beaucoup dans certaines des SHS d'ailleurs, il faut que les ingénieurs fassent ceci, il faut que les ingénieurs fassent cela. Non, Bernard travaillait et parlait avec les ingénieurs pour justement comprendre le fait technique et comprendre la technique telle qu'elle se fait. Naguère, on a eu des ouvrages célèbres sur la science telle qu'elle se fait,
Bernard a pensé la technique telle qu'elle se fait, et ce qui était quand même assez, à mon avis, nouveau et du coup très très fécond. En tout cas, pour moi, ça a été une révolution intellectuelle de intégrer ces philosophèmes dans une pratique de la technique, c'est-à-dire qu'une certaine manière, j'arrivais à voir quel sens ça pouvait avoir dans une pratique d'ingénieur que de mobiliser les concepts de Bernard. Alors, après, il a pas seulement travaillé avec les ingénieurs, il a, comme tu l'as rappelé, eu des fonctions de responsabilité pour essayer de transformer le réel qu'il pensait par ailleurs. Donc, moi, je l'ai beaucoup connu à l'Institut national de l'audiovisuel, où il était directeur général adjoint, par exemple, et on avait travaillé ensemble sur le fait audiovisuel et à l'époque de sa numérisation débutante. Et d'ailleurs, ça a été une manière de tester littéralement le concept de tendance technique de Leroy-Gourhan. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait dans les années 90 à l'époque à l'INA, c'était précisément la mise en œuvre d'une analyse du fait numérique comme tendance technique qui nous a permis de comprendre bien, comment gérer ce qui allait arriver du point de vue de la transformation de la sphère audiovisuelle. Et ce qui s'est passé dans les années après ont prouvé qu'on ne s'était pas trompé. On avait pu faire des erreurs, évidemment, d'appréciation factuelle. En revanche, l'image qui s'était dégagée a été confirmée. Et donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Charles, c'est qu'en dialoguant avec les ingénieurs, avec le fait technique, non pas en surplomb, mais avec, du coup, on parle du dedans. Et donc, d'une certaine manière, on n'est pas à la fin. On n'est pas à l'extérieur, on n'est pas en surplomb, on n'est pas Hegel qui parle du monde finissant dont il fait partie, et en disant, bon, la chouette de la philo s'envole que le soir. Là, non, Bernard, il est en plein vol au milieu de la journée et on essaye de travailler avec. Et donc, c'est cette prise, en fait, dans le flux de l'activité de la pensée et du faire technique qui fait que ce que l'on construit, on y prend part et donc on ne peut pas en connaître la fin d'emblée. Donc, c'est à la fois cette mise en œuvre d'un concept qu'on a tendance technique et en même temps en sachant très bien qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va nous emmener. Donc, c'est les deux à la fois et c'est ça qui m'a beaucoup plu, moi, dans les textes de Bernard et ce qui m'a permis de les comprendre déjà, c'est tout simplement cette projection anticipatrice mais non déterministe du fait technique. Alors après, c'est vrai que c'est ce Bernard des années 90, début 2000, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Ces dernières années, j'avais moins travaillé avec lui. Et effectivement, je rejoins, je ne sais plus si je crois que c'est Mathias qui disait lire Bernard contre Bernard, ou je ne sais plus qui le disait. Le prophétisme est toujours pour moi quelque chose de difficile d'un point de vue philosophique. En même temps, là où je rejoins François, c'est que le style thétique de Bernard et le fait des fois qu'il argumente assez peu des fulgurances qu'il nous partage, c'est que le travail reste à faire et il est extraordinairement fécond. C'est-à-dire que le fait de pouvoir reprendre d'un point de vue différent, c'est-à-dire non pas prophétique et fulgurance d'anticipation, mais dans un style argumentatif sur la définition des concepts, etc., c'est extrêmement fécond pour pouvoir avancer avec Bernard. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs manières d'avancer et d'avoir raison, si j'ose dire. Et Bernard, il en incarnait une. Et c'est ça que j'appréciais dans le personnage, c'est que ce n'était pas du tout l'exclusion des autres manières de lire, de faire et de penser. C'est un penseur avec lequel on peut dialoguer précisément parce que sa fulgurance n'est pas en opposition avec un style peut-être plus modeste, d'humilité, comme parlait Charles, où on reprend les choses. Parce que le paradoxe de Bernard, c'est quelqu'un qui posait beaucoup la thèse, mais par contre, il définissait fort peu. Et donc, les concepts, on l'a bien vu avec l'entropie, par exemple, c'est des concepts dont il faut s'emparer parce qu'il y a tout un héritage. Et cette mise en dialogue que Bernard nous force à faire, ça nous fait considérablement avancer. Et donc, il y avait une avance de la technique avancée par Bernard, mais aussi une avance du Stigler par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'anticipation vision que Bernard nous apportait, qui au début, moi, me surprenait toujours, et puis à la fin, ça nous retournait un petit peu le cerveau, et il fallait reprendre
tout un travail philosophique avec lui, avec les outils qu'il apportait et également aussi une certaine vision, thèse, fulgurance qu'il nous partageait. Alors, l'autre point aussi qui me paraît très important dans l'héritage de Bernard, c'est le corpus qu'il a mobilisé. C'est-à-dire que on le voit, je trouve maintenant que ça fait 30 ans maintenant qu'on a un petit peu de recul, le caractère extraordinairement fécond du corpus qu'il a constitué pour penser la technique. Non seulement à Laura-Gourhan, mais moi je pense que l'héritage de la phénoménologie n'est toujours pas obsolète pour penser ces concepts, même s'il ne faut pas être des hagiographes de Husserl. Hein. La phénoménologie, ce n'est pas uniquement citer Husserl, c'est en faire. Hein. Donc, c'est adopter le geste phénoménologique. Hein, et d'ailleurs, je vois que même les classiques des archives Husserl de Paris revendiquent le fait de faire de la phénoménologie, pas seulement d'en parler. Donc, c'est tout à fait stimulant et intéressant. Et Bernard avait vraiment avait eu cette clairvoyance de mobiliser un corpus qui était pertinent pour penser la technique, alors que spontanément, on n'irait pas forcément mobiliser ces auteurs-là. On était plus sur la querelle des fondements des mathématiques, parler d'Hilbert pour le calcul plus que de Derrida, etc. Et donc, même si il faut convoquer ces auteurs également, le fait de les mettre en dialogue avec Husserl, qui lui-même d'ailleurs était un grand lecteur de Hilbert, c'est quelque chose qui reste dans le geste stiglérien et que l'école de Compiègne, hein, que nous incarnons encore un petit peu avant qu'on passe le relais à d'autres, eh bien, c'est certainement ça qu'il faut retenir aussi de l'héritage de Bernard, c'est relire avec lui les auteurs qu'il a mobilisés. Hein, non seulement il faut relire Bernard, mais il faut relire Laura-Gourhan, comme le venait de le dire Charles, relire certains passages de Husserl, relire Heidegger, qui a été un assez bon penseur de la cybernétique en son temps, et beaucoup d'autres auteurs qu'il a lui-même mobilisés. Et ça, ce geste à la fois philosophique de lecteur hein, qu'a été Bernard, fait partie de son héritage. Et puis, c'est vrai que maintenant, nous allons faire partie de ceux qui ont eu la chance de l'entendre, et pas seulement que de le lire. Et c'est vrai que j'avoue que moi, pour rentrer dans le corpus stiglérien, avoir le Stigler à portée de la main dans le bureau d'à côté, ça a toujours été assez précieux aussi pour rentrer dans le caractère parfois touffu de ces ouvrages et de l'écriture qu'il revendiquait déridienne d'ailleurs, mais avec des bonheurs d'écriture réjouissants, mais en même temps une certaine difficulté hein, qui fait que les livres de Bernard se lisent avec attention et concentration. Et ça fait partie du toutes les travail. visios. Hein. Hein Maintenant, tu as tous les enregistrements sous forme de vidéo. Et il en a laissé des quantités monstrueuses. Oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est plutôt le deuxième Bernard, si j'ose dire, hein, celui Oui. d'après. Voilà. Alors qu'il y a aussi le premier Bernard, et nous, c'est vrai que nous faisons partie des chanceux qui avons pu parler avec lui, discuter avec lui. Nous, on se souvient quand même d'avoir vu Bernard arriver en Perfecto et Santiago, un séminaire de philosophie, pour nous parler du travail chez Hegel et dans la technique de l'informatique. Voilà, donc nous avons vécu cela, messieurs, mesdames.